je veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et aux CPE, à la SVT, au SES, Bonjour l'école de la réussite, on se retrouve pour ce 7e cours de l'année que l'on va faire ici complètement à distance puisque je vous l'enregistre car samedi, au dernier moment, j'apprends que vous avez un partiel à l'heure de mon cours, que vous avez des rendez-vous individuels, donc je ne peux pas faire ça avec vous et je ne vois pas dans mon emploi du temps à quel moment je pourrais décaler ça. Donc je me retrouve obligé de vous faire ça. J'espère malgré tout que ça ira. Vous n'hésitez pas à me poser toutes les questions du monde par mail, dans le groupe WhatsApp, enfin bref, comme vous voulez. Et essayez de faire les exercices dans la mesure du possible. Je vous propose de commencer déjà par un retour sur ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire par une correction lacunaire malheureusement, correction des travaux que vous deviez me rendre pour vendredi dernier et du travail qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Donc deux choses, d'abord rédiger une sous-partie complète afin qu'on juge voilà, du niveau d'écriture sur cette sous-partie, et deuxième chose à faire, essayer de me rédiger en 10 phrases déclaratives simples l'article de Monsieur Chabreau. Ceci n'est pas une 5e République. Donc on est parti, on va commencer par le retour de vos dissertations. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Alors, je vais procéder comme ça. Je vais prendre copie par copie, en tout cas celle que j'ai eue, et je vais vous les dicter. J'essaierai de mettre des screens, peut-être que je vais y arriver quand je vais monter cette petite vidéo. Je commence par la copie de Jules, qui donc a rédigé une sous-partie qui a notamment deux grands points forts. Le premier, c'est d'avoir une première annonce, un premier chapeau introductif. Dans la sous-partie, nous allons voir que la notion de vie privée est assez large, grand A. Puis nous verrons son évolution à travers le temps, avec une vilaine faute sur son, mais c'est pas très grave. Deuxième point fort, une transition qui est bien rédigée à la fin, une transition décalée. Hein. Nous avons vu dans cette première sous-partie ce que pouvait être ou ne pas être la vie privée, blablabla, qui se finit par la protection de la vie privée se base sur une loi lacunaire qui fait que c'est une notion qui évolue avec la jurisprudence. Et là, moi, en tant que correcteur, oui, j'ai compris, nous allons parler de jurisprudence, la transition est donc parfaite. Si maintenant je peux me permettre quelques remarques, et je ne vais pas faire de remarques sur le fond, mais des remarques de style, puisque nous sommes dans un cours où nous parlons principalement du style, évitez dans votre partie elle-même l'accumulation de questions au début. Tout d'abord, qu'est-ce que la vie privée? Que concerne-t-elle? La famille, la vie courante, les croyances, l'argent, qui a le droit? Car avec une accumulation de questions comme ça, vous faites une promesse, si l'on veut, vous faites une promesse à la personne qui va vous dire que vous allez y répondre. Or, vous n'allez pas pouvoir répondre à toutes ces questions, et d'ailleurs, vous n'y répondez pas. Vous ne répondez pas à toutes ces questions. Donc, essayez d'éviter l'accumulation de questions comme ça qui nous ouvre un champ des possibles. Préférez, si vous souhaitez, mettre une question, et même à la limite, j'aurais envie de vous dire, dans une partie, dans une sous-partie, plus besoin de mettre de questions, gardez ça pour l'introduction. J'apprécie grandement toutefois dans cette sous-partie les phrases déclaratives simples. Les personnes morales n'en bénéficient pas. J'en ai vu d'autres, beaucoup de phrases déclaratives. Il n'y a pas d'atteinte à la vie privée si l'intéressé donne son accord ou dévoile volontairement cette information. Point. On ne peut atteindre à la vie privée selon l'article 9 du Code civil. Point. Il y a des exceptions. Point. Voilà, on a vraiment beaucoup de phrases déclaratives. Faites attention à l'inverse, quand justement vous avez votre tendance qui revient à faire des phrases à rallonge. Hein. Il y en a au moins une au milieu, qui est une phrase qui nous fait 2 lignes et demie, c'est pas énorme, mais bon, tant qu'à faire, autant essayer de supprimer tous ces petits défauts d'écriture. Ensuite, la copie de, qui m'a envoyé ça? La copie d'Alison Cordinel. Alors, la copie d'Alison Cordinel. La copie d'Alison Cordinel, ce qui est super, c'est que nous avons ici les titres bien apparents, ce qu'il n'y avait pas dans la copie de Jules. Ici, les titres ont été mis de manière apparente. Jules, nous vous excusons, vu que vous aviez à faire seulement la rédaction de la sous-partie, peut-être que vous avez oublié de mettre les titres avant, mais là voilà, on a les titres bien apparents, et ça. Alison, sur le style, je vais reprendre ce que je disais à Jules avant, petit reproche sur peut-être des phrases trop longues et des phrases qui sont incompréhensibles, parfois incompréhensibles, j'exagère un peu, j'exagère volontairement. Je lis, écoutez à l'oral et vous allez voir que ce n'est pas évident à suivre.
Toute personne, quelle que soit sa notoriété, peut jouir de ce droit. La vie privée appartient stricto sensu à un individu, c'est-à-dire tout ce qui relève de la vie sentimentale familiale, ce qui relève de la santé, mais également du droit. En me posant, j'y arrive, n'oubliez jamais que votre correcteur lit une centaine de copies, voire plus, facilitez-lui la vie. Globalement, j'exagère, c'est quand même très bien sur la forme. Petite chose, quand même, si je peux me permettre, après la moitié du paragraphe, à 2 tiers du paragraphe, vous dites « En conclusion, tout individu ayant la personnalité juridique peut se prévaloir de ce droit. » Ensuite, nanana, néanmoins, le droit à l'image, blablabla, blablabla, et vous finissez par... Alors c'est super d'utiliser des connecteurs logiques, en conclusion, donc, par conséquent, cependant. C'est super, bravo pour ça. Cependant, faites attention, car le « en conclusion », arrivant à la moitié du paragraphe, on a l'impression que votre paragraphe va se terminer, mais non, vous allez rajouter d'autres éléments. Vous concluez en fait l'idée qui vient juste avant, mais vous ne concluez pas votre paragraphe. Or, en conclusion, vous admettrez avec moi, je suppose, que c'est un terme qui nous dit que l'on a terminé avec l'idée principale, mais non, l'idée principale se termine à la fin, avec ce « donc ». Et si, du coup, on se fait royaliste, en tout cas plus royaliste que le roi, il faudrait effectivement mettre une transition, mais peut-être que vous ne l'avez pas mis parce qu'il n'y avait que la sous-partie à rédiger, ça je ne le sais pas. J'ai une troisième copie qui m'est parvenue, c'est celle de Samantha. Samantha, donc sur la forme, c'est parfait, les titres sont apparents, le grand 1, le petit a. On a le chapeau introductif qui, pareil, lui aussi apparaît clairement et nettement. J'aime la manière dont vous présentez les choses, nous verrons dans une première partie que la notion de vie privée est floue, en particulier sur le site internet. Très bien. Présentez aussi le petit b dans le chapeau introductif de la grande partie. D'accord, là, ce que vous ne faites pas, même si vous n'en avez pas le titre, on aurait pu imaginer n'importe quoi. Juste sur la forme, vraiment une chose toute bête, hein. Mais bon, là, on est vraiment sur des points de détail. Je vous le dis, tant qu'à faire, tant qu'à avoir la copie sous les yeux. Attention à ne pas mettre ce slash, d'accord. Quand vous parlez d'ordre public et professionnel, vous pouvez le remplacer par la conjonction de coordination et ET. Ça... À l'intérieur de la sous-partie, alors là, je vais mêler un peu le fond et la forme. Attention à vos références. Là, on le fait, alors, certes, vous n'êtes pas en dissertation de droit, vous êtes en dissertation de style, donc c'est moins important, mais j'en profite comme ça, je le dis aussi pour tout le monde. Attention à ne pas citer un site internet comme ça, c'est pas une source assez sérieuse en tout cas, d'accord? Là, vous citez un site internet pour parler de ce que c'est qu'un cookie, attention, appuyez-vous sur des articles scientifiques tant qu'à pouvoir faire des recherches. Mais ça, j'imagine que vous le savez de manière générale. Ensuite, toujours sur le fond, toute votre partie, on a l'impression que c'est une introduction à ce que vous allez dire. C'est-à-dire que vous parlez du regard sur la vie privée grâce aux réseaux sociaux et Internet, comme accroche, pourquoi pas, vous faites une accroche là-dessus, votre accroche dure jusqu'au bout, et jamais vous ne rentrez vraiment dans le droit pur, d'accord? On a l'impression que c'est une accroche jusqu'au bout. Je remarque des phrases simples, déclaratives, je remarque aussi une tendance quand même à parfois essayer de repartir dessus, je vous le dis, faites attention, regardez, je vous lis cette phrase. Cela peut paraître bien pratique, virgule, mais est-ce que nous voulons forcément que nos faits et gestes sur Internet soient enregistrés? Faites-la en 2 fois. Faites-la en 2 fois. Cela paraît pratique, point. Souhaitons-nous pourtant que nos faits et gestes soient enregistrés sur Internet? Cela va rendre plus limpide la lecture. J'ai aussi une copie de Alison Fargeton cette fois-ci. Excellent début, puisqu'au début nous avons un chapeau introductif qui répond parfaitement au code de la dissertation. Dans cette première partie, il sera question de montrer que chaque citoyen a le droit au respect de sa vie privée encadré A. Néanmoins, il peut se retrouver en opposition avec d'autres droits tout aussi légitimes B. Alison, je passe sur la petite faute là, enfin, la grosse faute, le retrouver E plutôt que ER. Alors, sur la forme, on a aussi le titre apparent, donc très bien, un droit légitime. Ce qui est super, c'est que vous commencez directement dans le dur, dans le vif du sujet, avec une citation, la citation de l'article 9. Bon, c'est pas mal, ça nous met tout de suite dedans en tant que lecteur. On sait qu'on est face à une copie de droit. J'aurais envie de dire que c'est parfait sur le site, des phrases déclaratives simples, presque partout. Ce qui nous donne un texte très clair, avec une vraie avancée. Vous posez les bases de ce qu'est l'article 9. Deuxième paragraphe, vous allez nous définir là où commence et s'arrête la vie privée. Alors vous en parlez au niveau européen, au niveau international, et puis vous faites apparaître la limite de ça. Vous le faites arriver dans le dernier paragraphe qui va vous servir de transition parfaite. Bien que, qui commence par bien que, c'est parfait. Bien que, blablabla, il peut parfois, blablabla, point, il n'est pas toujours supérieur aux autres droits.
Et là, on se doute bien que la deuxième partie va parler de ces autres droits. C'est d'ailleurs le cas, un droit en opposition avec d'autres droits. Très bien. Voilà pour la correction de ce que j'ai reçu. Pour les 2 copies restantes, je vous laisse me les envoyer, je pourrai vous faire des retours. Profitez justement des retours que je viens de faire à tout le monde, histoire de prendre de cette expérience positive, négative, pour améliorer vos écrits. Je m'arrête maintenant quelques instants, pas très longtemps, sur le texte de Christophe Chabroux. Un texte que je vous ai donné puisque c'est un texte moi qui m'a particulièrement marqué lors de mes années de droit. Donc vous deviez résumer le texte en 10 phrases déclaratives. Je félicite l'une d'entre vous qui m'a envoyé ce devoir, c'est la seule, donc elle se reconnaîtra. Je ne me rappelle plus de qui est-elle. Lauriane, c'est donc Lauriane qui me l'a envoyé. Félicitations, même si vous n'avez pas respecté la deuxième partie de la consigne, c'est bien de l'avoir résumé, mais le texte, vous ne l'avez pas résumé en phrase déclarative simple. Je rappelle, phrase déclarative simple, sujet, verbe, complément, et c'est tout. Évitez-moi toutes sortes de virgules, ça serait... Pour votre culture générale, ce texte de Christophe Chabroux, que dit-il? Eh bien, et vraiment, pour faire rapide, Christophe Chabroux note que ce n'est pas parce qu'une constitution, une nouvelle constitution a été écrite, qui nous fait passer dans un nouveau régime politique et que nous avons tendance, nous pauvres mortels, à justement confondre constitution et régime politique. Christophe Chabroux note que la Première République, par exemple, celle qui s'est tenue de 1792 à 1804, a connu 4 constitutions différentes sans pour autant qu'elle ne change de nom. On l'appelle toujours Première République et non pas Première, Deuxième, Troisième et Quatrième République. Il parle ainsi d'un coup, entre guillemets, du président de Gaulle qui, refusant d'être assimilé à la 4ème République, a réussi à faire croire à l'avènement d'une 5e sans pour autant proclamer l'abandon de l'ancienne. Et en l'occurrence, ici, Christophe Chabroux n'a rien de particulier à reprocher à la 5ème République en tant que telle, plutôt que de demander des précisions aux législateurs, de demander des précisions pour une refonte, et je reprends ces termes, des institutions qui permettraient de, et je reprends encore une fois ce terme, s'asseoir sur un vocabulaire plus exact. C'est un texte particulièrement intéressant pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il remet en cause quelque chose auquel on est très habitué, c'est-à-dire l'idée que nous sommes dans une 5ème République, d'accord, alors qu'il est peut-être devenu, si ce n'est grâce au texte, au moins par la coutume, en tout cas l'habitude d'y être assimilé. Et c'est un texte qui est aussi très intéressant, me semble-t-il, puisqu'il va justement vous demander, vous, en tant qu'élève, en tant que juriste même, de préciser le vocabulaire, de toujours revenir sur ce vocabulaire qui, si ce n'est pas fait, pose des problèmes, et pose des problèmes d'une grande importance. Ici, vous voyez, on se demande même si nous sommes sous une 5ème République. Donc, c'est ce que je vous dis depuis le début de l'année. Quand vous écrivez, quand vous parlez, précisez, soyez rigoureux, c'est ce qu'il y a de plus important en droit, la rigueur. Maintenant que nous avons fait ce qu'il y avait à faire depuis le cours précédent jusqu'à aujourd'hui, je vous propose de passer ensemble à la séance 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parti. Changement d'heure donc pour l'enregistrement, mais on continue dans la droite lignée de la vidéo, puisque, comme je vous le disais, nous commençons avec désormais ce qui est la séance 7. La séance 7, vous allez pouvoir la trouver à plusieurs endroits. D'abord sur le groupe WhatsApp, je vous mets un PDF de la séance 7, ce qui n'est pas forcément pratique pour lire, puisque sur téléphone, c'est pas forcément évident. J'envoie par ailleurs par mail le PDF de la séance 7. Enfin, je l'espère, dans la mesure du possible, mais bon, c'est pas quelque chose qui va me poser problème, je mets le PDF de la séance 7 en lien dans la description de cette vidéo. Vous avez tout pour suivre. Allez, on y va. Cette séance 7, je l'ai appelée le rythme des parties. Nous avons déjà vu comment introduire, nous avons vu globalement comment rédiger les parties. J'aimerais parler avec vous du rythme des parties, c'est-à-dire de l'avancée de votre dissertation. Ce n'est pas un mince sujet, puisque bien des dissertations, malgré une réussite formelle assez nette, d'accord, avec des phrases déclaratives simples, sans beaucoup de fautes, malgré des connaissances sur le fond qui ne font pas de doute au correcteur, ont un rythme qui s'épuise, si ce n'est épuisant. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, ce sont des dissertations qui ne sont pas pensées, qui ne sont pas
préparées à l'avance, d'accord? Le plan a peut-être été trop faible, ou alors ce sont des dissertations qui s'épuisent par elles-mêmes par manque de cohérence, par manque de fluidité dans le propos. Et donc, je voudrais vous donner aujourd'hui, en introduction de ce cours, 4 conseils pour rédiger votre dissertation avant de passer à la partie grammaire, celle que l'on préfère tous. Pour cela, j'ai choisi de m'appuyer sur un texte et nous quittons pour la première fois depuis cette séance les rives des textes juridiques. Nous n'allons pas aujourd'hui parler d'un article d'un maître de conférence en droit, nous n'allons pas parler aujourd'hui d'un quelconque article du code. Non, non, nous passons aux choses bien plus sérieuses puisqu'aujourd'hui nous parlons d'un article de presse paru dans le Parisien qui nous explique pourquoi la fin de la série Game of Thrones a autant déçu les fans. Cela paraît bien sûr anecdotique et j'en fais exprès. Je ne pensais pas que nous serions en confinement à ce moment-là et j'avais prévu ce texte un peu pour souffler entre nous, hein, puisqu'on a eu beaucoup de textes juridiques, beaucoup de textes aussi de philosophie du droit, voilà, beaucoup de textes compliqués. J'avais prévu ce texte un peu pour souffler. Eh bien, on va souffler chez nous, d'accord? On va souffler en confinement avec ce texte qui nous parlera donc de la série Game of Thrones, mais duquel bien sûr nous allons tirer des apprentissages pour réussir nos dissertations. Oui, oui. Ce texte, donc, je le lis avec vous. Pourquoi la série a-t-elle autant déçu? D'abord, la série a déçu, nous dit-on, parce que la saison était trop courte et l'action trop condensée. Pourquoi la fin de la série a trop déçu? Donc parce que la saison était trop courte et l'action trop condensée. La fin de la série était programmée depuis 2016. Game of Thrones comportait 8 saisons au total, pas une de plus. Ce qui présentait l'avantage non négligeable pour les scénaristes de pouvoir préparer le dénouement du récit. Un privilège que n'ont généralement pas les showrunners anglo-saxons, dont les séries sont reconduites d'une saison sur l'autre sans certitude quant à l'avenir de leur programme. En se donnant 2 saisons pour assembler toutes les pièces du puzzle, les créateurs de Game of Thrones semblent pourtant s'être mis un boulet aux chevilles, car cette décision les a conduits à condenser leur récit, à se laisser aller à quelques facilités de narration faute de tout pouvoir expliquer, et à introduire quelques ellipses dans une histoire qu'on nous racontait auparavant dans ses moindres détails. Deuxième raison, parce que le récit a perdu en cohérence. On pensait la série immunisée du syndrome Lost, à savoir le risque d'écrire un scénario au jour le jour sans avoir de vision globale du récit. Mais la fin de la saga a tout de même révolté de nombreux fans qui n'en finissent plus d'allonger la liste des incohérences et des oublis des derniers épisodes. Et on ne parle pas ici des faux raccords, type un gobelet ou une bouteille en plastique dans le décor. Pourquoi Arya n'utilise-t-elle pas le pouvoir d'emprunter d'autres visages qu'elle a longuement appris? Pourquoi avoir fait tout ce foin de la Compagnie Dorée pour l'avoir balayé en un instant? Où sont passés certains personnages perdus de vue, comme Eliara, Dario, Naerys ou Mira Red? Comment Tyrone, alors prisonnier, finit-il par dessiner le nouveau régime politique du royaume sans que personne n'y trouve chose à dire? Voici quelques-unes des questions qui reviennent dans la bouche des fans déçus. Parce que la fin manque de flamboyance. Il en va de la liberté du scénariste que de choisir comment il veut achever une histoire. N'empêche, l'accession de Bran au trône et le sort réservé aux héros de la série ont frustré pas mal de téléspectateurs. Interrogés avant la diffusion de l'ultime saison de Game of Thrones, des scénaristes hollywoodiens nous avaient présenté le cahier des charges des showrunners de la série. Malgré son côté sombre et sanglant, c'est un conte de fées avec de la magie et des dragons, où la notion de happy end est intrinsèque. À quoi Chris Carter, l'homme derrière la série X-Files, ajoutait une autre contrainte: HBO voit Game of Thrones comme une franchise avec des séries complémentaires à venir, donc ils ne peuvent pas se permettre de mettre la saga en sommeil pendant des décennies en tuant un personnage clé. Enfin, parce que la fin ne répond pas à de nombreuses questions. Interrogé par le Parisien début avril, Jonathan Glassner, le créateur de la série Stargate, avait insisté sur un point: le meilleur moyen de finir une série est de répondre à toutes les questions que votre public a pu se poser ces années. Et il faut par exemple mener les romances entre personnages jusqu'à leur conclusion. Et Robert J. Sawyer d'ajouter: une fin non satisfaisante reviendrait à pousser le lecteur ou le téléspectateur à se demander: ok, mais et ça? Des réponses non résolues sont la pire des fins. Pour Game of Thrones, la mission est à moitié accomplie. Daenerys, Jon, Tyrone et tous les personnages principaux ont vu leur arc narratif les concernant s'achever,
de manière plus ou moins réussie. Mais à lire les réactions des fans, le dénouement du récit n'a pas répondu à toutes les questions, loin de là. Texte, j'imagine, qui parlera particulièrement à ceux qui ont vu la série Game of Thrones. Pour les autres, ce n'est pas très grave. L'important, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer, nous, comme conclusion de cet article pour réussir notre dissertation. Je vous le dis, bien sûr, ce n'est pas un texte de droit, et j'ai fait exprès de choisir un article, et j'ai même, allez, je vous le dis, modifié un titre de l'article pour que ça corresponde à ce que je voulais vous dire. Mais là n'est pas le problème. Je vous pose une question. Cette question, vous devriez répondre vous-même à l'écrit. C'est quels sont les conseils que justement vous devez retenir pour votre dissertation. Les conseils que vous devez retenir de cet article de la série Game of Thrones qui a échoué, de l'échec de cette série. Quels conseils vous devez retenir pour réussir votre dissertation? Vous notez ces 4 conseils, réponses A, B, C et D sur votre feuille. Je vous laisse quelques instants pour le faire. Je vous mets un petit roulement de tambour et je vous retrouve juste après. Essayez de jouer le jeu, mettez la vidéo sur pause, répondez aux questions par vous-même, sinon on perd en intérêt. J'essaye de faire comme je peux avec ce cours, non pas par visio, mais ce cours en différé, quelque peu pour vous impliquer. Donc voilà, essayez de jouer le jeu, ça sera toujours plus agréable pour vous. Bien évidemment, je suis sûr que vous avez repéré ce qu'il fallait trouver dans ce petit texte, et c'est plutôt une blague qu'un vrai exercice que je vous demande ici, mais il va être néanmoins instructif pour ce que j'ai à vous dire. Il fallait repérer les 4 grands titres de partie. Donc le premier grand titre, c'est parce que la saison était trop courte et l'action trop condensée. Prenez le temps, dans vos dissertations, prenez le temps de développer les arguments. Alors prenez le temps dans le temps qui vous est imparti, mais attention, nous ne sommes pas censés connaître vos pensées. La dissertation est un lieu où l'implicite n'existe pas. Il n'y a aucun endroit dans une dissertation où vous devez vous fier à ce que pourrait comprendre votre correcteur en fonction de ses propres connaissances. Non, si vous avez des connaissances, et même des connaissances de base, qu'il nous est utile de connaître pour vous corriger, alors vous devez nous les donner. Une copie qui ne s'explique pas est une mauvaise copie. Mais moi, prof de français, vous le savez, j'aurais aussi envie de vous inviter à faire attention à l'excès inverse. Attention aux répétitions. Et ici, je ne vous parle pas des répétitions de mots, je vous parle des répétitions d'idées lorsque l'on n'en a plus. Qu'est-ce que j'entends par là? Combien de fois nous lisons des copies où 3 phrases, 4 phrases, voire 5 phrases veulent dire exactement la même chose, mais d'une manière un peu différente. Ce n'est pas non plus l'idée. Les termes doivent être explicités, pas répétés. C'est-à-dire que si je pose une phrase, si je pose des termes, je dois expliquer ce à quoi mes termes renvoient. Rappelez-vous la copie modèle que je vous ai donnée au dernier cours. La copie commençait par une phrase, d'accord, qui parlait du droit à la vie privée, je crois. Si ce n'était pas ça, ce n'était pas grave. Mais en tout cas, nous expliquer ce qu'était un droit à plutôt qu'un droit de, et ensuite nous expliquer ce qu'était la vie privée. Vous devez nous expliquer ce que vous écrivez, sinon nous ne pouvons pas le comprendre, ou en tout cas, nous ne pouvons pas deviner que vous savez, vous, de quoi vous parlez. Donc, premier conseil sur le rythme des parties, faites très attention à correctement ajuster votre dissertation en fonction des attentes du correcteur, c'est-à-dire à ce que ça ne soit pas trop court et ainsi qu'il manque des informations, qu'il manque des bouts de votre pensée que nous ne pouvons pas deviner. Attention aussi, elles peuvent faire quelque chose qui se répète, sans quoi le correcteur s'ennuie et voit bien d'ailleurs quelque chose d'évident, c'est que vous êtes en train de faire du remplissage. Le correcteur, surtout en droit, ne sera pas dupe. Deuxième grande idée, parce que le récit perd en cohérence. Et là, j'ai envie de vous dire, ce n'est qu'une répétition de ce que je vous ai déjà dit dans un autre cours. L'importance, non seulement d'avoir un plan, mais aussi l'importance d'avoir fait des transitions. Et là, je suis catégorique. Pour réussir sa dissertation de droit, vous êtes obligé d'avoir fait des transitions, et ces transitions sont obligatoirement garantes de cohérence, puisqu'elles nous permettent de passer d'une sous-partie à l'autre sous-partie, de la deuxième sous-partie à votre deuxième grande partie, et ainsi de suite, et qu'elles doivent permettre au lecteur de voir qu'il y a un enchaînement logique, non seulement dans votre pensée, mais encore dans la manière dont vous
formulé de votre pensée, c'est-à-dire dans la forme de votre dissertation. Les transitions sont les garants de la cohérence. Attention à ne jamais perdre cette possibilité de cadrer, non pas votre récit, comme il le dit ici, mais votre pensée. Parce que la toute fin, manque de flamboyance, c'est la troisième grande réponse. Alors, en droit, nous ne sommes pas là pour, j'allais dire pour flamboyer, pour briller. Quoique, il y a quelque chose qui m'intéresse dans cette histoire de la fin manque de flamboyance. Votre correcteur va lire la copie. Il ne s'agit pas de terminer votre copie avec votre argument le plus faible. Non. Si vous êtes convaincu par quelque chose, si vous pensez que vous tenez là une idée de génie, ou en tout cas si vous reprenez une idée de génie qu'a eu un de vos profs pendant un cours, et qu'il a bien souligné que c'était une idée de génie, eh bien gardez-la de côté. Car ce n'est pas en tout donnant au début qu'il vous restera du grain à moudre à la fin, et alors vous allez perdre votre lecteur petit à petit jusqu'à l'emmener vers des choses qui sont de plus en plus insignifiantes. Votre grande idée ne doit pas commencer le récit, non, votre grande idée doit plutôt le finir. Je vais être vraiment très terre à terre avec vous, très pragmatique avec vous. Je suis correcteur, quelle épreuve que ce soit, je suis correcteur, je termine ma copie, je veux en tant que correcteur, pour vous mettre une bonne note, eh bien simplement terminer sur une note finale magnifique, terminer sur une note finale flamboyante. C'est bête, mais effectivement, ça va influencer sur la note que vous allez avoir. Si j'ai commencé en me disant quelle super copie et puis petit à petit que je m'endors, eh bien la note va s'en ressentir. Alors que si c'est l'inverse, si au début j'ai commencé, j'étais un peu moins attentif parce que l'idée était plus générale et on commence tous nos dissertations peut-être par des idées très générales, et que petit à petit la pensée s'élève et que le raisonnement s'élève lui aussi et qu'on arrive sur des sommets de la pensée, eh bien là je risque d'être fortement convaincu par votre copie. Vous m'avez fait forte impression et je termine sur effectivement une bonne note à votre égard. Quatrième point, parce que la fin ne répond pas à de nombreuses questions, et là c'est peut-être ce à quoi il faut être le plus attentif. Vous avez une problématique. Nous avons déjà vu comment formuler une problématique. Vous avez une problématique. Vous devez absolument répondre à votre problématique. Chaque sous-partie, chaque même idée de vos sous-parties, chaque exemple choisi, chaque argument développé doivent être des réponses à la problématique que vous posez au début. Il faut répondre à la question. Et j'ai presque envie de vous dire, répondre aux autres questions qui peuvent se poser au fur et à mesure de votre pensée, c'est secondaire. Vous devez d'abord et avant tout répondre à votre problématique. Il faut, c'est très simple, quand le correcteur finit de lire votre copie, il relit votre problématique, et lui, en une phrase, il peut se dire, tiens, il a répondu comme ça, par ça, en une phrase, en 2 ou 3 phrases, mais en tout cas, il faut qu'il puisse comprendre comment vous avez répondu à la problématique. D'ailleurs, comment vous aviez répondu à cette problématique, vous l'avez annoncé déjà, si vous voulez, à la fin de l'introduction, quand vous avez annoncé votre plan. Mais il faut vraiment que toutes vos parties répondent à la question. D'accord ? Toutes vos parties répondent à la question. Pas besoin d'arriver à la fin pour ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire une chose. À la fin, que fais-je à la fin d'une dissertation ? Eh bien, pas de conclusion. En tout cas, alors je vais être peut-être un peu plus nuancé, pas forcément de conclusion, pas souvent de conclusion, à moins bien sûr que votre chargé de TD, celui qui va vous donner un cours en particulier avec lequel vous allez avoir un partiel particulier, ou alors le prof, le maître de conférence qui va vous donner le cours magistral vous dise voilà, moi je souhaite une conclusion, à moins qu'on vous le dise, la conclusion en droit n'est ni canonique ni conseillée, pour reprendre les termes qui sont utilisés dans la méthodologie de la dissertation publiée par Dalloz, ni canonique ni conseillée, voire même reproché. Donc, et avec ça, nous concluons tranquillement, vous l'avouerez, c'est plutôt un résumé qu'un vrai cours détaillé sur les points de rédaction. Nous concluons tranquillement ce que je voulais vous dire sur la dissertation grâce à Game of Thrones. Avec tout ça, vous avez, d'accord, de quoi écrire une dissertation. D'ailleurs, vous avez déjà fait ça, vous avez déjà écrit une dissertation avec des choses, je vous l'ai dit au début, qui étaient plutôt très réussies dans l'ensemble, d'accord ? Des fautes formelles, des fautes sur le fond aussi, mais vous avez compris l'idée générale. Avec tout ça, avec tout ce qu'on vient de dire, avec ces 3 cours sur la dissertation, vous avez de quoi m'écrire une dissertation correctement. Encore faudra-t-il, et ça vous vous en doutez, réviser vos cours de droit. Maintenant qu'on a fait ça,
on passe à la partie grammaire. No, God! No, God, please, no! 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 Alors, tout d'abord, on va profiter des rares opportunités que nous offrent ces échanges numériques. C'est que je ne vais pas vous demander ici de faire un exercice sur table. Je vous ai préparé, non, je vous ai rien préparé du tout. J'ai été piquer la ressource sur Internet. Donc, j'ai été vous chercher un exercice de rappel sur ce qu'on a déjà fait au cours précédent. Ce qu'on a déjà fait au cours précédent, bien sûr, un des trucs les plus importants en fait, sur lequel vous vous trompez dans la plupart de vos écrits, d'ailleurs, hein, c'est ce que je relevais tout à l'heure pour Alison qui s'est trompée dans sa copie, les participes passés. Du coup, je vous renvoie, là vous allez prendre 3-4 minutes, je vous renvoie sur un exercice. Le lien directement de l'exercice sur l'accord des participes passés, il est dans la feuille que je vous ai envoyée en PDF, groupe WhatsApp, mail, lien dans la description. Je vous mets aussi le lien directement dans la description de cet exercice en particulier que vous allez faire. Prenez le temps de le faire, prenez vraiment véritablement 5 minutes pour le faire. C'est un bilan de tout ce qu'on a vu sur les accords de participes passés, avec être, avec avoir, utiliser simplement de manière apposée, donc avec une virgule et un groupe nominal qui suit. On a des COD placés avant ou après l'auxiliaire avoir. Bref, tous les cas possibles sont réunis dans cet exercice. Tentez de le faire. Si vous n'arrivez pas du tout à comprendre pourquoi vous avez faux, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, me demander, Monsieur Clément, là vraiment je ne comprends pas pourquoi cette phrase, on met EES, on devrait mettre ES, on devrait mettre je ne sais pas, on devrait mettre ER, bref, vous pouvez me proposer ce que vous voulez, et moi je vous répondrai, je vous réexpliquerai la règle de français, la règle de grammaire. Donc voilà, faites cet exercice, c'est un bon début pour entrer dans la grammaire aujourd'hui, surtout que ce qu'on va faire après, c'est quelque chose presque d'évident, c'est quelque chose de facile, mais tant mieux, quelque part. Donc mettez la vidéo sur pause et revenez me voir. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Les outils utiles pour préciser sa pensée, pour, je dirais, avancer dans sa pensée, à l'écrit, je vous les ai listés dans un tableau, comme ça j'espère que ce sera plus clair, et puis vous aurez tout à disposition, et vous allez voir, grâce à ça, vous allez pouvoir faire votre exercice. Je lis avec vous les principales catégories que j'ai recensées, et puis les exemples de connecteurs logiques que dont vous pouvez user en dissertation, et je dirais dont vous pouvez même abuser en dissertation. Les premiers pour organiser et structurer son discours, premièrement, deuxième banc, d'abord, ensuite, puis en premier lieu, en second lieu. C'est ce qu'on a vu. On peut l'utiliser assez facilement, on l'a déjà dit, hein, lors des introductions, voire lors des chapeaux introductifs. Deuxième possibilité, introduire un exemple. Alors je vous ai mis des termes, par exemple, notamment d'ailleurs, ainsi, c'est le cas de, etc., etc. Ça, c'est des choses qu'on utilise à l'intérieur de ces parties. On a ensuite des connecteurs pour conclure, en conclusion, pour conclure, donc ainsi en résumé, en définitive. Attention ici, ne les utilisez pas trop vite. C'est l'erreur qu'a faite Alison, si je ne m'abuse. Alison qui m'a mis pour conclure au milieu de son paragraphe dans la première sous-partie. Pour ajouter un argument, et, ni, de plus, ensuite, en outre, de surcroît. On ajoute quelque chose, on vient avec une nouvelle idée. C'est par exemple le début d'une nouvelle sous-partie. Pour marquer une opposition, réfuter un argument adverse ou pour introduire une concession. Mais alors que, cependant, toutefois, néanmoins, pourtant, en revanche, au contraire, certes, quoique, il est vrai que, bien que, même si, malgré que. D'accord ? Là, par exemple, pour introduire peut-être la deuxième grande partie. Bien que commencer avec un connecteur logique, ce serait peut-être un peu maladroit. Commencer par un mais, c'est peut-être un peu maladroit. Mais en tout cas, vous voyez, c'est ce qui peut vous servir dans vos transitions entre les deux parties. Vous allez introduire, si ce n'est une opposition, en tout cas une concession que l'on pourrait faire à un adversaire fictif que vous jouez ici vous-même, et cette concession, ça va être le point de départ de votre deuxième partie. Pour exprimer une cause, car, parce que, puisque, comme, étant donné, vu que, du fait de, en effet, en raison de, grâce à, cause positive, à cause de, cause négative, sous prétexte que, cause douteuse. Donc exprimer une cause, c'est aussi possible. Et ça, c'est plus rare, puisque souvent la cause, on l'exprime avant la phrase qui va vous servir d'appui pour lancer ce connecteur logique. Mais c'est possible. Pour exprimer une conséquence, plus commun. Donc, alors, si bien que, de sorte que, de telle manière que, de façon que, si, que, tellement que par conséquent, en conséquence, ainsi, c'est pourquoi, etc., etc. Pour exprimer un but,
afin que, de peur, crainte, de peur ou de crainte que, voilà, pour exprimer un but très fréquent. Enfin, pour exprimer une condition ou une hypothèse, si, à condition que, pourvu que, en admettant que, à supposer que, au cas où ou à moins que. Ça fait une sacrée liste, je suis d'accord avec vous, c'est un peu rébarbatif à lire comme ça. Bon, vous pouvez le lire chez vous tranquillement, vous pouvez l'avoir, vous pouvez l'imprimer, l'avoir sur le côté à côté de vous, surtout pour essayer de rédiger correctement. Et rédiger correctement, c'est ce que l'on va tenter de faire tout de suite puisque je vais vous donner un exercice. L'exercice, on va faire comme pour la dernière fois, je vous le donne à faire maintenant. Vous pouvez mettre sur pause, le faire tout de suite puisque voilà, on vient de parler des connecteurs logiques, on en parle rapidement, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions, il n'y a pas beaucoup de choses à dire en plus. Là, c'est vraiment pour vous apprendre à avoir une mécanique d'écriture que je vous parle de ça. Il n'y a pas vraiment de choses techniques à comprendre là-dessus, si ce n'est à respecter une forme de concordance des temps, mais qui vous est naturelle, et je ne vais pas détailler pour chacun des connecteurs logiques. Mais voilà, vous pouvez le faire tout de suite, faire cet exercice, et puis comme pour la dernière fois, vous allez me l'envoyer par mail. Vous avez été 80%, hein, d'accord, à m'envoyer vos exercices par mail. J'espère avoir ce même taux de retour, avoir plus de monde, c'est-à-dire 100% des gens qui m'envoient leurs exercices par retour de mail, même si je sais que c'est plus évident quand on se voit, on faisait tous vos exercices d'habitude et je le sais. Essayez de m'envoyer cet exercice par retour de mail, ça me prouvera aussi que vous avez regardé cette vidéo, que vous avez participé à ce cours particulier, d'accord. Donc l'exercice qui vient, c'est quoi? C'est ça. Vous allez écrire un paragraphe argumenté de 20 lignes minimum. Plus, si vous êtes inspiré, 32 pages si vous voulez, je sais qu'il y en a certains parmi nous parfois qui me rendent des devoirs excessivement longs. Sur la question suivante, à quoi sert le droit? Et dans ce paragraphe, vous allez devoir utiliser un maximum de connecteurs logiques. Et là, j'entends maximum par vraiment une forme d'exagération du nombre de connecteurs logiques. Je veux que vous en utilisiez le plus possible. Je veux en 20 lignes, je veux 100 connecteurs logiques, j'en veux 200, j'en veux 300. J'abuse, je sais, mais je rigole à peine. Vraiment, le but là ici, c'est de prendre une forme d'excellence d'écriture. Lorsque vous avez fini ça, vous m'envoyez, bien sûr, votre exercice, je le corrige, on fera un bilan comme ce qu'on a fait en début de cours avec les bilans des exercices de la semaine précédente. Je vous mets en plus du cours qui est sur le PDF un lien présent à la fois dans la description de cette vidéo YouTube et sur le PDF vers un site, donc c'est le site de HEC, donc Haute École de Commerce, hein, qui fait une méthodologie de la dissertation et qui va vous parler sur de longues pages de l'intérêt d'utiliser ces connecteurs logiques et qui va donner beaucoup d'exemples dans la manière d'utiliser des connecteurs logiques. Ça peut vous être utile, c'est une ressource en plus, d'accord, en plus de ce cours, hein, elle n'est non obligatoire, mais allez la voir, vous aurez un récapitulatif de ce que j'ai dit, de ce qui est marqué sur le PDF, et puis vous aurez des détails supplémentaires. Il est donc maintenant temps de passer à la nouvelle étape de notre cours du jour, et vous la connaissez tous par cœur, cette étape, c'est la lecture avec la découverte et le commentaire d'un grand texte classique afin de travailler notre compréhension des textes tout en renforçant notre culture générale sur le droit. C'est parti. Let's go! Alors cette fois-ci un texte du philosophe Alain, propos sur le pouvoir. Le philosophe Alain, pour vous situer, c'est un philosophe du XXe siècle, donc milieu du XXe siècle, et c'est un philosophe qui est assez connu, et là c'est notre chance, pour être relativement lisible. C'est-à-dire que ce n'est pas un philosophe abscon, ce n'est pas un philosophe qui va vraiment voilà, vous embarquer dans des pensées, je ne dirais pas complexes, mais en tout cas complexes à comprendre. Il a une écriture assez limpide, il est à la limite hein, presque de l'écrivain dans le sens artistique du terme. Donc voilà, ces livres sont assez faciles à lire. D'ailleurs, la plupart des propos de Alain sont des propos qui sont tirés, en fait, d'éditos qu'il faisait dans des journaux. Donc vous voyez, c'était un niveau de lecture qui ne nécessitait pas forcément de se poser dans une BU pour le lire. Et on commence avec ce texte donc sur qu'est-ce que le droit? C'est l'égalité. Dès qu'un contrat enferme quelques inégalités, vous soupçonnez aussitôt que ce contrat viole le droit. Qu'est-ce que le droit donc? C'est l'égalité. Le droit règne là où le petit enfant qui tient son sou dans sa main et regarde avidement les objets étalés se trouve l'égal de la plus rusée des ménagères.
On voit bien ici comment l'état de droit s'opposera au libre jeu de la force. Si nous laissons agir les puissances, l'enfant sera certainement trompé. Même si on ne lui prend pas son sou par la force brutale, on lui fera croire sans peine qu'il doit échanger un vieux sou contre un centime neuf. C'est contre l'inégalité que le droit a été inventé. Et les lois sont justes, excusez-moi, sont celles qui s'ingénient à faire que les hommes, les femmes, les enfants, les malades, les ignorants soient tous égaux. Ceux qui disent contre le droit que l'inégalité est dans la nature des choses disent donc des pauvretés. Ensuite, je vous pose 4 questions. Des questions peut-être un peu différentes que celles que je vous pose d'habitude. Pourquoi? Question 1. Est-ce que le droit peut au contraire renforcer les inégalités? Trouvez un exemple historique. Question 2. Par conséquent, est-ce que ces systèmes seraient, selon Alain, des états de droit? Question 3. Qu'est-ce que Alain pense de l'inégalité dans la nature? Et question 4. Avec quel texte déjà connu peut-on comparer cet extrait? Je dis des questions un peu différentes que celles que je vous pose d'habitude, puisque ici on a des questions qui véritablement vont vous faire discuter avec le texte et ne vont pas forcément vous demander d'aller chercher ce que dit précisément le texte. Le texte, me semble-t-il, est assez clair pour le comprendre à la première, deuxième, troisième lecture. Là, je vais vous demander vraiment de discuter avec l'auteur. Alors, si on veut faire les choses correctement, ce que je vous propose, c'est tout de suite de mettre pause sur la vidéo pour y répondre par vous-même et je fais la correction juste après. Maintenant. Alors la première question, je suis sûr que vous y avez tous répondu assez facilement. Il existe effectivement des exemples où le droit peut renforcer les inégalités. Et par droit, j'entends ici un système de lois mis en place par un État qui, justement, vont être profondément inégalitaires. Et ça va de pair avec la sous-question que je vous posais, et je pense que vous y répondez assez facilement, en fait, en prenant un exemple historique. Le premier, moi, qui me vient en tête, parce qu'on en a beaucoup parlé durant nos études dans le secondaire, c'est l'Allemagne nazie. Il existe effectivement un droit qui a été mis en place, d'accord, un système de lois qui a été mis en place, qui va renforcer les inégalités envers une certaine catégorie de la population, d'accord. Donc on a vraiment un droit qui va être à l'origine des inégalités. Et comme exemple, moi, je vais prendre l'Allemagne nazie. Il y a un tas d'autres exemples. Cela m'amène à vous parler de la deuxième question. Est-ce que ces systèmes seraient, selon Alain, des systèmes de droit, des états de droit? Eh bien non, en fait. Et ça, c'est une position qui n'est pas tenue que par Alain, hein. Il y a beaucoup de questionnements et beaucoup de textes très intéressants, des articles vraiment passionnants là-dessus. Si vous voulez des références, vous me les demandez, on en reparlera la semaine prochaine, quand on se verra, voilà, qu'on pourra discuter directement. Ces états ne sont pas des états de droit, et même certains iraient dire qu'un droit nazi, par exemple, est une forme de paradoxe, d'accord, un oxymore. Si on veut, on ne peut pas ne parler de droit nazi. Alors, c'est une certaine conception du droit, hein, ce n'est pas forcément la conception du droit, mais si vous êtes dans la perspective d'Alain, il n'y a pas de droit nazi, puisque cela le caractère nazi de ce droit contredit en soi ce que devrait être, ce qu'est le droit de manière théorique. Troisième question, qu'est-ce que Alain pense de l'inégalité dans la nature? Eh bien, l'inégalité dans la nature, selon Alain, est un fait, c'est-à-dire qu'elle existe. Le fort gagne contre le faible, l'homme gagne contre l'enfant, les malades perdent contre ceux en bonne santé, les ignorants perdent contre ceux qui ont le pouvoir. L'inégalité existe. Il y a dans la nature, en tout cas à l'état de nature, en état idéal que l'on peut imaginer, un libre jeu de la force, d'accord? L'inégalité est dans la nature des choses. Le droit vient donc régler ça. L'inégalité existe. Ce n'est pas parce qu'elle existe qu'elle est bonne, d'accord? Puisque Alain nous dit que ceux qui vanteraient cette inégalité diraient des pauvretés. Enfin, quatrième et dernière question, avec quel texte déjà connu peut-on comparer cet extrait? Eh bien là, je vous renvoie à tous les textes que nous avons vus auparavant. Eh bien là, je vous renvoie à la séance 3, puisque à la séance 3, nous avions vu un texte de Rousseau, le contrat social, qui parlait de l'homme à l'état de nature et qui expliquait pourquoi, selon lui, le droit était inévitable, en tout cas un système de droit était inévitable. Je ne vous en dis pas plus, ça fait partie, allez, des petits exercices que vous devez faire, retourner à la séance 3, relire le texte de Rousseau et faire discuter les deux textes qui parlent quasiment de la même chose avec une approche un peu différente. Et sur ce, nous avons fini ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui, en tout cas fini le gros de la leçon, puisqu'il me reste maintenant à vous donner les devoirs pour la semaine prochaine. Et vous savez ce qu'il en est, c'est toujours la même chose, à la recherche d'un texte juridique précis,
et voilà, essayez de comprendre ce texte. Alors il y a deux en fait exercices à chaque fois que je vous donne ça, hein. Déjà, trouver le texte, hein, c'est vraiment presque votre travail de chercheur, dans le sens, voilà, chercheur d'or, hein. Allez piocher dans les mines d'internet. Ça peut être grâce aux ressources universitaires que vous avez sur Lyon 3, peut-être grâce à d'autres ressources externes, peut-être que l'article est disponible gratuitement sur Cairn. Ça, je vous laisse le trouver par vous-même. Cet article, c'est Le droit des patients, les enjeux d'une autonomie affirmée de Marion Girard, qui est maître de conférence à Lyon 3 et probablement une des meilleures maîtres de conférence de Lyon 3. Et vous avez donc 3 questions auxquelles vous allez devoir répondre, des questions qui sont des questions de compréhension pure et des questions qui vont vous demander justement de poursuivre un peu ce travail de chercheur d'or, je vous dis, puisque vous allez devoir contextualiser cet article. Comment ? Première chose, vous allez devoir m'écrire le plan de l'article. Vous allez devoir faire apparaître le plan de l'article. Alors, si l'article est disponible sur Cairn, par exemple, il y a une manière très facile de répondre à cette question. Si vous le trouvez sur une autre source, ce sera moins facile. Vous allez peut-être devoir le faire vous-même, ce plan. À vous de voir comment vous vous en sortez. Donc, faites-moi le plan apparent de cet article. Je le veux. Deuxième question, qui est l'auteur ? Qui est l'auteur ? Marion Girard, donc je vous l'ai dit, maître de conférence à Lyon 3. Je réponds à une partie des questions, mais vous allez me développer ça. Statut, lieu d'exercice, adresse mail. Ça ne veut pas dire qu'on va la stalker, mais pourquoi pas, on pourrait lui poser des questions en plus sur cet article. On pourrait, grâce à son adresse mail qui est disponible dans l'article et qui est disponible dans les ressources universitaires Lyon 3, ce n'est pas un secret, on va peut-être pouvoir aller lui poser des questions sur des choses qu'on n'a pas compris dans l'article, et ça c'est bien utile. Et vous allez essayer de me trouver le plus d'informations possible sur elle. Peut-être qu'elle a fait une thèse, elle a sûrement fait une thèse, trouver le sujet de sa thèse, trouver dans quel laboratoire de recherche elle travaille à Lyon 3, bref, trouvez-moi le plus d'informations sur elle, d'accord ? Ça nous permettra de contextualiser cet article. Enfin, vous allez devoir citer au moins 2 articles sur un sujet proche, 2 articles voilà, qui vont discuter du même sujet, 2 articles qu'on pourra mettre peut-être en regard de cet article de Marion Girard, 2 articles proches, d'accord ? Je ne vous demande pas forcément de me les résumer, mais des articles qui ont un lien. Ça peut être des articles du même auteur, ça peut être des articles d'un contradicteur, ça peut être des articles de son directeur de thèse, par exemple, qui l'a sûrement influencé d'un côté ou de l'autre, hein. Peut-être qu'elle s'est qu'elle s'est mise en opposition avec lui, avec sa thèse, peut-être qu'elle justement, non, elle poursuit ses travaux. Ça peut être des articles des membres de son laboratoire de recherche, et comme vous allez trouver son laboratoire de recherche, ça va être pratique pour vous. Voilà, trouvez-moi 2 articles sur un sujet proche. Maintenant que je vous ai dit ça, on en a fini pour aujourd'hui. Je vous laisse noter que j'ouvre un live sur WhatsApp, c'est-à-dire un moment où je serai disponible pour répondre à toutes vos questions. Je vais ouvrir ce live, je vous donnerai la date et l'heure exacte dans la semaine, probablement mercredi ou jeudi, un live d'une demi-heure en plus de ce cours pour répondre à toutes vos questions sur ce qu'on a dit aujourd'hui, si vous avez des questions bien sûr. Donc voilà, vous pourrez m'interpeller par visio, comme vous voulez. En plus de ça, histoire voilà, qu'on ait un échange aussi, parce que c'est toujours important d'avoir un échange avec nous, même si jusqu'alors, je tiens à vous le dire, on arrive à l'avant-dernière séance, puisqu'on ne va plus se voir qu'une seule fois. Je trouve que vous avez été, jusqu'à maintenant, vraiment des élèves presque irréprochables. Pour ça, bravo! Bravo. Maman m'a dit mon fils bravo. Je vous dis donc à la semaine prochaine et je vous souhaite de passer d'excellents jusqu'alors. Restez bien chez vous, restez confinés, prenez pas trop de risques.